Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette conférence. Conférence sur l'ingénieur du XXIe siècle. Pour présenter rapidement nos interlocuteurs. Au bout de la table, nous avons Maude Lecomte. Vous êtes directrice des ressources humaines à l'Institut VDCOM, qui est une plateforme interdisciplinaire pour la transition énergétique. À votre droite, nous avons Joachim Lemry, directeur conseil Impact Positif chez Arcadis, qui est une société de conseil et d'ingénierie. Vous êtes aussi géographe environnementaliste de formation et vous avez 20 ans de carrière dans le domaine de l'aménagement durable du territoire et de la construction, ainsi que sur l'accompagnement au changement dans les entreprises. À votre droite, il y a Eric Van Helbusch, professeur à l'Université de Paris et responsable d'un master intitulé Génie environnemental et industrie qui a 30 ans d'existence, je crois. Et enfin, Alain Louis Schmitt, qui est directeur de l'école IMT Nord-Europe, qui vient ici au titre de son mandat de la CDFI, la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs, et qui a exercé différents postes dans le réseau des IMT, ainsi qu'à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et à la Directe des Pays de la Loire. Je suis désolé. Quant à moi, je suis Damien Amichaud, je suis ingénieur de formation, mine de Douai également, donc Nord-Europe, c'est un hasard. J'ai également un diplôme en philosophie de l'environnement. J'ai exercé 13 ans dans l'industrie, notamment automobile. Et là, je travaille au Shift Project, un think tank qui vise c'est peut-être vous, attention, qui vise à décarboner l'économie. Et on a effectué un travail au sein du Shift Project et avec des écoles d'ingénieurs du groupe INSA qui vise à réfléchir justement à quelle devrait être la posture de l'ingénieur du XXIe siècle, comment faire évoluer les pratiques dans les écoles. Donc c'est un partenariat qu'on avait avec le groupe INSA qui représente 10% des ingénieurs en France. Et il se trouve qu'on a présenté hier soir notre rapport final avec une table ronde sur l'ingénieur du XXIe siècle. Donc ça tombe plutôt bien, on a pas mal de choses à se dire, je pense. Et donc voilà, juste pour introduire le sujet très rapidement, je voudrais rappeler, s'il le faut, que dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés d'objets et de services sur lesquels les ingénieurs ont énormément contribué, notamment pour leur conception, leur production, leur maintenance. Alors il n'y a pas que les smartphones, c'est absolument tout ce qui vous entoure. Tout a été produit grâce, entre guillemets, à un moment au travail d'un ingénieur. Même une simple chaise, il y a forcément une machine qui a été conçue par un ingénieur, une chaîne logistique, etc., où les ingénieurs ont été, à un moment ou à un autre, impliqués. Et dans ce contexte de crise socio-écologique, dont je ne vais pas rappeler les tenants et les aboutissants, je voudrais simplement dire que la technique, en général, l'ingénierie a un très grand rôle à jouer, certainement une grande responsabilité, mais aussi un grand potentiel pour pouvoir faire changer les choses. Et je pense que c'est un des grands axes qu'on peut discuter ce matin. Et donc voilà, pour commencer à aborder ce sujet-là, je voudrais qu'on discute un petit peu du rôle que peuvent prendre les ingénieurs ou la technique en général dans cette transition socio-écologique qui nous paraît vraiment indispensable. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Eric ? Je veux bien me lancer. Alors j'ai juste à rajouter un complément. Donc je suis responsable d'un master qui fonctionne en alternance et par apprentissage, le master Génie de l'environnement et industrie, qui est développé en partenariat avec le CFA Formasup Paris-Île-de-France. Nous sommes positionnés sur les aspects développement durable. Et donc, quand on parle de notre sujet aujourd'hui par rapport à quel doit être l'ingénieur du XXIe siècle, vous m'entendez toujours ? Oui. Oui. Moi, je suis positionné un petit peu en amont, c'est la partie formation. Je rejoins un petit peu ce qui a été présenté hier soir par le Shift Project. Donc sur le contenu de notre formation, ce qu'on doit leur apporter, ce qu'on doit apporter aux étudiants. Donc au-delà de l'aspect technique, il y a aussi également les aspects où on va prendre de la hauteur par rapport à des aspects socio-écologiques. Et donc notre formation est conçue pour donner conscience à nos étudiants, à nos alternants de tous ces aspects-là et qu'ils puissent les adapter et les développer dans leur activité en entreprise. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas que la technique dans la vie pour un ingénieur. Voilà, il n'y a pas que la technique. Il faut aussi avoir conscience de l'impact d'un produit, d'un process
qu'on développe en entreprise et voir un petit peu comment est-ce que son impact, par exemple en termes d'émissions carbone, est-ce qu'il est favorable ou pas, est-ce qu'il il va nous permettre de limiter un impact environnemental par rapport à un autre process équivalent. Donc il y a un gros travail de réflexion et de prise de conscience à faire au niveau des formations, et je pense que c'est le moment d'y aller, et on s'en rend compte également aussi au niveau des candidats. De plus en plus de candidats postulent à notre master et ont cette conscience et l'envie d'avoir un impact positif sur leur environnement, sur la société. Donc, d'ailleurs, je voudrais rappeler à cette occasion, parce que vous parliez d'évaluer les impacts. Évaluer les impacts, c'est des méthodes. C'est par exemple utiliser l'analyse de cycle de vie. Et ça, c'est de l'ingénierie en fait. L'ingénierie, c'est pas forcément que la technologie. C'est aussi concevoir des processus, des organisations. C'est vraiment beaucoup plus large que ça. Donc il ne faut pas réduire l'ingénierie uniquement à la technologie. Et je pense que c'est en ce sens-là que l'ingénieur peut également avoir un grand rôle. Le fait de pouvoir dévoiler quels sont les impacts des choix techniques qu'on va faire, donc techniques au sens large, permet certainement de faire un premier pas indispensable pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et voilà, on peut imaginer déjà de pouvoir évaluer les impacts écologiques avec une première analyse de cycle de vie qui permet d'évaluer quels sont les impacts de la production d'un objet, de l'utilisation d'un objet, de la fin de vie d'un objet ou d'un service. Ça peut être des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre, vous l'avez mentionné, mais également sur la biodiversité, qui est un sujet qui est complètement nouveau pour, on va dire, une très grande majorité des ingénieurs, sur les impacts sociaux qui ne sont pas non plus traditionnellement des enjeux qui sont abordés dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, même si c'est en train de monter. Et donc je pense que l'ingénieur, il a un grand rôle justement pour démasquer un petit peu quels sont tous ces impacts des choix techniques. Moi, je veux bien juste enfoncer le clou. Merci pour ce que vous avez dit. Je suis assez d'accord. Dans le domaine du génie civil, du bâtiment de travaux publics, des infrastructures, des bâtiments, effectivement, l'ingénieur, il a en soi un bagage technique, mais il doit projeter vers des nouvelles compétences qui sont beaucoup plus pensées systémiques, pensées globales, pensées long terme et cycle de vie. Donc, vous l'avez dit, c'est extrêmement important. Vous pouvez préciser ce que vous entendez par approche systémique ? C'est penser multidiscipline. Pas seulement avoir le focus par exemple du sujet carbone qui est souvent un tunnel d'analyse et on ne regarde pas l'ensemble des autres enjeux environnementaux, donc ça c'est penser système. Puis penser système, c'est aussi penser le cycle de vie sur le long terme avec les fins d'usage, etc. Donc ça, ce sont des vraies compétences nouvelles que l'ingénieur doit avoir. Je m'étonne encore que pas assez d'ingénieurs aujourd'hui utilisent en effet les outils d'analyse en cycle de vie, de bilan carbone, de bilan de biodiversité. Ils existent depuis longtemps. Ils existent depuis fort longtemps. Ils sont en train de se développer. Il y a d'ailleurs des stands ici qui promeuvent les outils qui vont bien et c'est formidable. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Deuxièmement, l'ingénieur, il est formé souvent très techniquement à des normes, à appliquer des normes, à respecter des normes de sécurité, de résistance. Et moi, j'aimerais juste dire que l'ingénieur de demain, dans ses choix techniques, c'est aussi des choix de résilience et pas que de résistance. Dans le domaine des infrastructures, de l'aménagement du territoire, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il faut toujours faire des digues pour s'opposer à, je ne sais pas, des événements d'inondation, je ne sais quoi, ou au contraire, accepter des inondations? C'est un mindset, un état d'esprit d'ingénieur qui est complètement différent. Donc résilience, pas forcément à la place de résistance, mais en plus de résistance. Quand même organiser de la résistance technique. Ça me semble aussi fondamental dans certains cas. Et puis juste dernière chose, et après je laisse la parole à mes collègues, c'est pas seulement que des choix techniques et ingénieriaux, si je puis dire, que l'ingénieur doit faire, et notamment souvent basés sur des calculs. C'est aussi des choix organisationnels, stratégiques, où on projette, on regarde les horizons, et on essaye d'avoir une vision à travers l'approche par le design, à travers l'approche par l'économie de la fonctionnalité, penser les usages. Et ça, c'est des sujets souvent nouveaux pour les ingénieurs. Penser les usages, c'est complètement nouveau. Or, ce sont des choix d'organisation. On parle avec son voisin, on parle avec son écosystème partenarial, où on va avoir des idées qui vont arriver, qui vont percuter notre mode opératoire habituel. On s'ouvre les chakras.
ça, quand je parle d'organisation et de stratégie, c'est peut-être penser des réorientations. Parfois, je dis juste un exemple appliqué à l'aménagement du territoire. On a vu avec la crise Covid des infrastructures routières beaucoup moins circuler à un certain nombre d'endroits du territoire. Et ça a été l'occasion pour certaines collectivités, et chez Arcadis on l'a fait, on a aidé la collectivité au niveau de Lyon à imaginer sur un boulevard urbain l'avenir de ce boulevard. Et on a profité en fait de la crise Covid qui faisait émerger une pratique et un usage qu'on ne s'attendait pas, moins de circulation, plus de vélos, enfin bon, des choses assez classiques. Mais du coup on s'est dit, mais si on réorientait avec Lyon, si on réorientait l'usage même de ce boulevard urbain pour qu'il soit clairement moins automobile, etc. Ça, les ingénieurs doivent être en capacité demain de le penser réorientation. Bonjour. Moi, je compléterai tout à fait ce que vous dites parce que donc, moi, je suis DRH au sein de l'Institut VDECOM, qui est un institut de recherche. Et c'est vrai que quand on a des nouveaux arrivants, enfin des candidats, ils viennent chez VDECOM pour trouver justement cette possibilité de participer à une nouvelle économie, une nouvelle façon de voir les choses, puisqu'en fait, on travaille sur des moyens de mobilité décarbonés. Et la contribution qu'ils veulent apporter à la société, ils le font par leur travail. Et aujourd'hui, c'est hyper important. Les jeunes ont besoin de trouver du sens, de s'inscrire dans une industrie qui leur ressemble. Et aujourd'hui, pour moi, il y a une vraie lame de fond de jeunes personnes qui veulent contribuer. Et les entreprises doivent le comprendre parce qu'on ne peut pas travailler de la même façon qu'avant. Et notamment, vous parliez de travail de groupe. Beaucoup de formations aujourd'hui d'ingénieurs privilégient le travail de groupe, justement, de mise en situation, parce que en entreprise, on doit arriver à ne plus travailler en silo, mais à travailler ensemble. Et dans notre institut, on a effectivement des ingénieurs, docteurs qui travaillent sur des briques technologiques hyper techniques. Et on a aussi toute une partie facteur humain, donc de personnes qui s'interrogent sur l'acceptation justement de cette nouvelle technologie. Parce que c'est bien de faire des véhicules autonomes, mais si derrière on n'a personne qui monte dedans parce qu'il y a une peur, parce qu'on se dit mais est-ce que ça a été bien pensé, voilà. Et c'est là qu'on retrouve justement la pluridisciplinarité dans l'entreprise et de faire travailler les gens ensemble et non pas uniquement sur des briques technologiques, mais aussi sur tout ce qui est facteur humain, pour permettre d'intégrer les nouvelles technologies dans le monde de demain. Je souscris complètement à tout ce qui a été dit. Je pense qu'on a tort de mettre en avant la dimension technologique du métier d'ingénieur. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'on y pense souvent parce qu'on attend, lorsqu'on forme un ingénieur, qu'il ait des compétences scientifiques, technologiques. Et d'ailleurs, les sélectivités très fortes qu'il y a en amont des écoles d'ingénieurs sont basées sur ces savoirs scientifiques. Mais il est clair que ce qui est important aujourd'hui, ça a été dit, alors pour ne pas parler français, j'en suis désolé, on parle beaucoup des soft skills, et effectivement des aptitudes de l'ingénieur à non seulement connaître les technologies qui sont au bout du jour, et je dirais à la limite, ça dépend pas tellement de lui, mais des écoles justement. Mais c'est vrai que surtout derrière, il doit aussi avoir cette vision globale, transversale, cette capacité d'apporter à son environnement l'agilité pour tenir compte des évolutions de son environnement économique. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est vrai, on a un sujet de société qui est essentiel et c'est important qu'il puisse le prendre en compte dans son action. Je vous disais, ce qui est important, c'est que les écoles fassent le nécessaire. Il y avait tout à l'heure une table ronde, d'ailleurs, sur le thème université, école. Est-ce que vous êtes capable de bousculer vos programmes pour apporter ce qui est nécessaire aujourd'hui? Je crois que c'est le cas. Alors, certaines écoles sont d'ailleurs allées très, très vite. Au niveau de l'Institut Mines Télécom, nous avons réalisé collectivement une feuille de route et tous les directeurs ont signé cette feuille de route dite de la transition écologique. Et qui effectivement sur un horizon de 3 ans veille à refaire les programmes, mais c'est le plus facile, mais refaire aussi la façon de fonctionner, la logique de nos campus, les thématiques de recherche qui se tournent de plus en plus vers les thématiques, vers les sujets essentiels qu'on évoquait ici. Voilà, donc feuille de route transition écologique. Et la conférence des directeurs d'école française d'ingénieurs, elle a engagé une démarche actuellement, c'est son programme 2021-22 autour du développement durable et de la responsabilité sociétale. Donc on a déjà des écoles qui sont labellisées DDRS, toutes ne le sont pas,
Et ce qu'on est en train de faire, là, on s'est fixé sur un an un travail consistant à faire l'état de l'art, d'abord des outils, des préconisations des DRS, le panorama de la façon dont c'est approprié par les écoles, la mutualisation des bonnes pratiques, et on débouche vers fin d'année. Je lance déjà un petit peu en avant-première, si vous voulez, une invitation. Nous avons un séminaire de la CDFI qui est prévu fin d'année sur cette thématique, développement durable, responsabilité sociétale, comment les écoles s'adaptent pour intégrer ça dans leur parcours. Et dans le travail, pour rebondir sur ce que vous dites, dans le travail qu'on a pu effectuer entre le Shift Project et le groupe INSA, mais également d'autres écoles d'ingénieurs, d'autres établissements du supérieur en général, des entreprises, des employeurs, des bénévoles, enfin on va dire un public très large et concerné, on a conclu sur un référentiel de compétences et de connaissances qui soit, un objectif de cible pour chaque ingénieur qui sortirait d'une école d'ici quelques années. Effectivement, on élargit le champ classique des techniques ou des soft skills de management ou de communication. En termes de connaissances, on pense qu'il faudrait étendre les connaissances de l'ingénieur sans en faire un spécialiste de toutes les questions, mais de quand même les étendre à comprendre un minimum quelles sont les bases scientifiques des enjeux physiques qui sont imposés sur notre planète, auxquels on ne peut pas échapper, tels que le changement climatique, mais aussi l'effondrement énergétique, l'effondrement de la biodiversité, la disponibilité des matériaux, des ressources minérales, des métaux, les enjeux sur les terres arables. Donc ça, c'est un premier niveau pour bien comprendre le monde dans lequel on se situe. Ensuite, bien comprendre, et ça c'est assez nouveau pour quand même beaucoup d'ingénieurs, quels sont les moyens qui nous permettent d'agir. Alors évidemment, l'ingénierie et le système industriel, mais pas que. Et également comprendre un petit peu comment fonctionne notre système économique, notre système financier. Un petit peu aussi avoir quelques bases sur le système législatif, sur les normes. Alors c'est parfois enseigné dans des spécialités, pas toujours. Et enfin, essayer de se projeter aussi sur des objectifs sociétaux. Pourquoi est-ce qu'on agit en tant qu'ingénieur? Vers quoi on voudrait diriger les choix techniques? Eh bien, on pense qu'il y a des objectifs sociétaux qui sont collectivement partagés et très peu contestables, tels que la paix et la justice, la santé, qui recouvre la santé humaine évidemment, mais pas que, la santé environnementale également. Et les deux types de santé sont complètement liés. L'éducation et la réduction des inégalités en général. Et ensuite, au niveau des compétences, c'est-à-dire les savoir-être, les savoir-agir, les savoir-faire, on pense qu'il y a l'approche systémique qui est indispensable, comme l'avait mentionné Eric, pour comprendre quelles sont les intrications de tous ces sujets-là, comprendre que dans ces pratiques professionnelles, il ne s'agit pas juste d'avoir une vision disciplinaire, mais plutôt interdisciplinaire. Pas forcément être un expert en climatologie, ni en finance, mais être capable d'avoir certaines bases pour faire discuter les experts de ces milieux-là et pouvoir agir dans ces pratiques professionnelles de la manière la plus pertinente possible. Il y a une dernière compétence qui nous paraît hyper importante, c'est aussi être capable de développer les compétences de tout ingénieur, mais de plus généralement de tout étudiant, sur un agir responsable, comment prendre en charge les dilemmes auxquels on est confronté, des dilemmes qui vont de plus en plus complexes avec tous les enjeux qui se réveillent, les pandémies, l'épuisement des ressources, changement climatique, etc. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Je rajoutais, à t'entendre, on va former des super ingénieurs qui vont avoir énormément de connaissances et de compétences. Je pense que c'est le cas, puisqu'il va falloir faire face à des changements qui sont très brusques. On l'a vu avec la crise sanitaire, on le voit encore très récemment avec la modification de la situation géopolitique qui engendre des tensions sur les matières premières, sur l'énergie. Donc il va falloir former un ingénieur résilient qui va être capable de faire face un petit peu à tous ces changements et de réagir très rapidement pour pouvoir aider l'entreprise à s'adapter à cette nouvelle situation. Et ça, c'est quelque chose qui revient avec une fréquence que moi, je suis pas vieux, je suis pas jeune, mais je vois que la fréquence des changements est de plus en plus rapprochée. On voit qu'on doit faire face on doit être capable de répondre à cela très très rapidement. Pour venir sur l'aspect formation, je pense qu'il est très important qu'au niveau des cycles d'école d'ingénieur ou de master, on donne ces formations un petit peu élargies, mais je dirais qu'il y a un gros travail de fond à faire qui va commencer dès l'école primaire. Et ensuite, en première année, au lycée, au collège et ensuite à l'université. Et on voit aussi cette tendance de fond aujourd'hui où il y a un groupe de travail au niveau du ministère qui travaille aussi pour développer un module de formation qui va permettre d'intégrer ces aspects développement durable et donner déjà des clés
de compréhension de ce que doit être l'ingénieur ou n'importe quel employé d'une entreprise du futur. Et surtout à ceux qui se destinent sur ces aspects-là, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire que ne vous contentez pas d'exceller dans ce que vous aimez. Regardez un petit peu ce qui se passe autour. Documentez-vous également par vous-même, c'est-à-dire que les écoles, l'université ne pourra pas tout pour vous, puisqu'on est également contraint par rapport à un volume d'enseignement. Donc il va falloir aussi lire, regarder des webinaires, mais surtout lire, parce que je pense que c'est beaucoup plus complet que de regarder des webinaires, et de vous documenter. Il y a des très beaux rapports qui sont édités par le Shift Project. Il y a d'autres groupes de réflexion qui émettent aussi des documents très intéressants. Et aller vers la littérature anglaise, pas seulement sur ce qui est écrit en français, mais aller creuser dans ce qui est écrit et qui est fait par nos voisins. Il y a aussi des initiatives très similaires dans d'autres pays. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose à destination des jeunes qui ont envie d'aller dans le domaine du développement durable, qui veulent agir sur leur futur. Voilà, sortez de votre zone de confort, soyez curieux. Extrêmement important de mon point de vue. On parle beaucoup de formation. Comme le temps tourne, je pense qu'on pourrait aussi parler, ça pourrait intéresser notre auditoire, parler de l'action des ingénieurs chez leurs employeurs. Quel peut être le rôle d'un ingénieur dans une grosse entreprise, dans une PME, dans une TPE, dans une ONG, dans une collectivité ? Moi, j'ai l'impression que le métier d'ingénieur se caractérise par une très grande constance. Mon diplôme d'ingénieur vient de fêter ses 40 ans et l'ingénieur fait toujours le même métier. Alors, des technos évidemment totalement différentes, mais il fait toujours le même métier, c'est de porter l'innovation au service de la compétitivité de son entreprise. Moi, je crois que quand on a dit ça, on a résumé les choses. Et c'est vrai que, après on peut analyser, on peut décliner, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va renvoyer tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça n'est pas que de la techno, ça veut dire qu'on a un besoin de performance économique, de prise en compte de l'environnement, des exigences environnementales. Quand je dis l'environnement, c'est aussi l'environnement concurrentiel potentiellement. Et donc c'est vrai que l'ingénieur, pour moi, il doit apporter vous disiez, pas rester dans la zone de confort, pas rester dans la zone de confort de l'entreprise non plus. Se remettre en question, une entreprise qui ne se remet pas en question, c'est une entreprise qui est vouée à disparaître. Et l'ingénieur, alors, on considère qu'il a les technologies du moment, mais ça ne suffit pas, effectivement, il faut qu'il apporte le reste. Je vais prendre un exemple, si vous voulez, pour rester sur cette idée. On évoquait le génie civil. Alors, l'ingénieur génie civil, on peut penser qu'il fait toujours la même chose, du calcul de structure, des choses comme ça. Pas du tout. La question aujourd'hui, c'est quels sont les matériaux qu'on utilise. Nous avons, une chaire qui s'appelle EcoCET, comme économie circulaire du sédiment. Pourquoi ? Parce que la France produit 50 millions de mètres cubes de sédiments tous les ans. Parce que les voies navigables, il y a du sable qui se dépose, les ports, il faut l'enlever. Ça fait 50 millions de mètres cubes. Et pendant longtemps, ça a été considéré comme un déchet. Aujourd'hui, dans le même temps, on a besoin de millions de tonnes de matériaux pour la construction. Aujourd'hui, l'ingénieur, c'est celui qui a compris comment on peut faire de quelque chose qui est fatal, qui est un déchet, une matière première. Et évidemment, vous imaginez derrière qu'il y a un aspect compétitivité qui est immédiatement à la clé. Parce que d'un côté, vous avez des gens qui doivent payer pour éliminer un déchet et au contraire, ils deviennent vendeurs de matières premières. Donc c'est intéressant pour l'entreprise, pour les voies navigables, et c'est intéressant de l'autre côté pour l'entreprise qui, elle, trouve finalement le deal pour un modèle gagnant-gagnant de partenariat. Pour moi, l'ingénieur, c'est ça, c'est effectivement celui qui réfléchit globalement, compétitivité, et qui est capable des audaces, si je puis dire, pour changer le paradigme classique de son environnement de production. Moi, j'aimerais juste apporter du coup un message positif qui confirme un peu tout ça, mais vraiment soyez convaincus du message positif. L'ingénieur n'est pas complètement en dehors du sujet. Au contraire, il est déjà en train de changer, on vient de l'évoquer, il y a des beaux exemples. Et en fait, l'ingénieur doit être tout autant écologique
qu'économique. On a dit qu'il était souvent au service de l'économie, de la productivité, etc. Mais en fait, il est tout autant écologique et il va l'être de plus en plus. Je rappelle juste que le mot économie et écologie, c'est le même mot. Étymologiquement parlant, ça veut dire la même chose. Il s'agit juste de projeter l'art d'ingénieur, l'art de l'ingénieur, des sciences de l'ingénieur, au service de la restauration écologique, de la transition écologique. Donc c'était exactement la même manière de penser et les mêmes compétences, mais juste sur un objet qui est un petit peu différent, ou qui est plus large du moins, qui va être sur la restauration des écosystèmes, sur le fait d'imaginer des bâtiments qui stockent du carbone, sur le fait de produire des bâtiments ou des infrastructures, dans mon domaine c'est le cas, qui soient pas aggravants par rapport aux conséquences du changement climatique, mais qui permettent d'atténuer ou de lutter contre, d'enrayer cela. Et donc, donc ça c'est mon message positif, c'est que c'est déjà en cours, les formations sont en train de changer, le mindset au sein des entreprises est en train de changer, on demande des ingénieurs d'aller choisir des choses nouvelles, de s'orienter vers des choses nouvelles, il faut juste qu'ils l'assument. Ils l'assument de plus en plus parce qu'il est conscientisé de manière, en tant que citoyen, l'ingénieur à la maison. Il a ses enfants, il entend la radio, on parle de développement durable, de RSE, d'impact du changement climatique, etc. tout le temps. Donc il est conscientisé. Parfois, il y a un blocage, il ne l'assume pas et arrive au bureau et il pose sur le porte-manteau sa conscience puis on lui demande de faire toujours un peu la même chose. Donc oui, sortir de sa zone de confort, c'est ça, mais il est déjà en partie conscientisé, il n'y a aucun doute là-dessus, et d'ailleurs je pense qu'en termes de développement des ressources humaines, c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher aussi, et voir quelle est la motivation par rapport à ça. Voilà. Mais pour compléter, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, effectivement, les gens rentrent dans les entreprises parce qu'ils y trouvent du sens, et dès que l'entreprise ne joue pas le jeu, ils quittent l'entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'hésitent pas à changer au bout de 6 mois, 1 an. J'y trouve pas mon compte. En plus, il y a vraiment beaucoup de gens qui rentrent aussi dans qui font des startups, qui montent leur startup ou qui rentrent dans des startups. Donc, ça bouillonne. Et le marché de l'emploi aujourd'hui, en plus, est en tension. Donc, les entreprises ont intérêt à faire attention entre leur discours et la réalité. Et les jeunes aujourd'hui font très attention à ça. Et je pense que vous avez raison, parce qu'on peut être créatif, être innovant en tant qu'ingénieur que si on croit à son produit, si on croit à son entreprise. Et nous, notre défi en tant qu'entreprise, c'est justement de pouvoir apporter du sens et de pouvoir intégrer des jeunes générations qui ont la conscience, je dirais, écologique et de transition énergétique qui, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà, continuez. Merci. Je voudrais juste évoquer un témoignage. À l'université d'été des bénévoles du Shift Project, l'année dernière, on a eu un échange entre alumni et étudiants ingénieurs qui était très intéressant. Et je voudrais l'évoquer ce soir parce que je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. Il y a des étudiants qui se sont ouverts en fait aux anciens élèves en disant nous on a des valeurs écologiques, on est convaincus de ce besoin-là, on veut faire quelque chose. Cependant, on ressent une forte pression de la société ou de nos parents à suivre une carrière un petit peu à l'ancienne, traditionnelle, la réussite, etc. Ils ont vraiment réussi à évoquer cette douleur, cette difficulté qu'ils ressentaient. Et le fait que des alumni qui avaient changé un petit peu leur fusil d'épaule, qui ont mis leurs compétences d'ingénierie au service plutôt d'une transition écologique, leur disent allez-y en fait. Vous ne pouvez pas attendre la confirmation de vos parents ou de la société pour y aller. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Ça les a vraiment soulagés. Donc moi, c'était juste pour relayer ce témoignage et pour appuyer sur le fait que finalement, vous êtes maître de vos choix. Donc n'hésitez pas. Si vous pensez que c'est le bon choix, faites-le. Et on va prendre quelques questions. Il nous reste 10 minutes. Donc si vous souhaitez poser des questions, on va vous faire passer un micro, je crois. Si quelqu'un a une question, levez la main. Donc, bonjour, donc, je suis Cléa Plouz. Je suis ingénieure et bientôt docteur, et je voulais poser une question justement sur cette question-là. J'ai l'impression qu'il y a une continuité dans ce que vous avez dit, avec le côté innovation, et est-ce que vous avez des choses à dire par rapport au rôle des docteurs, docteurs ingénieurs ou docteurs tout court, dans cette transition aussi, qui à mon avis ont tout autant leur place que les ingénieurs? Je pense qu'Eric avait quelque chose à dire. Alors, il se trouve que je suis enseignant-chercheur à l'université, j'ai le titre de docteur. Alors, je n'ai pas le titre d'ingénieur, et c'est vrai que très clairement, à mon époque, quand je suis sorti, il était très compliqué de sortir, d'avoir sa thèse et de dire je vais travailler en entreprise.
C'est quelque chose qui était, je pense que c'est typiquement français, hein, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé aux Pays-Bas et je n'ai pas vu la même barrière de passer de l'académique à l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises s'ouvrent de plus en plus aux docteurs de par leur capacité à réfléchir, à apporter des idées nouvelles et à contribuer un petit peu à rentrer un petit peu dans ce que va être l'ingénieur du 21e siècle. Donc je pense qu'il y a vraiment une place pour les docteurs. Il y a juste aujourd'hui le fait que les entreprises doivent, les recruteurs doivent aussi un petit peu évoluer sur l'avis qu'ils ont vis-à-vis des docteurs. Souvent un docteur ça fait peur, je l'ai souvent entendu dire en entreprise, ça fait peur, non il va trop réfléchir, il va me coûter cher, mais aujourd'hui les docteurs sont de plus en plus formés aux problématiques dont on a discuté aujourd'hui. On n'est pas seulement un rat de laboratoire où on va travailler sur le développement d'un procédé, le développement d'une nouvelle technologie. On a aussi conscience des enjeux socio-écologiques. Et donc, cette capacité de réflexion va pouvoir facilement s'adapter. Il y a juste le moment où le recruteur, l'entreprise, va dire banco, j'y vais parce que je sens que ces personnes vont également apporter des choses. Mais encore une fois, je veux dire que du côté des doctorants, il ne faut pas oublier l'entreprise, il ne faut pas oublier l'environnement socio-économique dans lequel on est. Et ça, c'est un point également important. Donc, tout à l'heure, je parlais de sortir sa zone de confort. Il faut sortir son laboratoire et puis se confronter à l'entreprise et voir si éventuellement répondre par exemple à des challenges, voir si on développe une technologie, un procédé, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser une entreprise? Est-ce que je peux développer une start-up? D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement intéressantes parce que ça permet vraiment de s'ouvrir aussi aux méthodes de travail des entreprises. Donc il y a de la place, mais encore une fois, pour ceux qui aujourd'hui font une thèse ou qui sont sortis avec une thèse, eh bien, ouvrez-vous, allez aussi vers le monde socio-économique pour aussi découvrir un petit peu comment on travaille. Je voudrais apporter un petit complément. Alors, je suis peut-être un éternel optimiste, mais il me semble que ce cliché dans lequel le docteur est un petit peu éloigné du terrain des réalités économiques, alors que l'ingénieur a les pieds dans la glaise et que tout va bien, je crois que ce cliché est complètement dépassé. Alors, sans doute, il y a eu un temps des choses, alors je ne sais pas si le terme TRL vous parle beaucoup. TRL, encore une fois, excusez-moi, je ne parle pas français. Technology Readiness Level, c'est en gros le niveau de proximité de la valorisation qui caractérise un projet de recherche. Donc on peut être, le niveau faible, c'est la recherche fondamentale, et puis les niveaux 7, 8, 9, c'est l'industrialisation de produits. Aujourd'hui, tout le monde, y compris le CNRS, se met sur une trajectoire consistant à dire qu'il faut qu'on aille vers des TRL plus élevés, vers de la concrétisation, etc. Et je crois que, en tout cas, moi, il me semble que ça marche bien. Alors, nous, on est un cas un peu particulier. Institut Mines Télécom, c'est, en gros, pour faire court, l'institut rassemblant les écoles d'ingénieurs du ministère de l'Industrie et de l'Économie. Donc, c'est vrai qu'on a un peu particulier, mais pour donner un chiffre, IMT Nord-Europe, l'année dernière, en 2021, c'était 8 millions d'euros apportés par les entreprises en soutien à nos activités de recherche. Et nous diplômons un peu moins de 500 ingénieurs par an, mais également 30 docteurs. Et ces docteurs, je crois, sont vraiment effectivement une place à tenir. Et je vous disais tout à l'heure que nous, on a à faire évoluer nos programmes de formation, mais aussi notre recherche, les thématiques de recherche, et on doit aussi les amener vers ce qu'on évoquait, les sujets importants pour notre société aujourd'hui. Et je crois que globalement, le monde académique est dans la bonne orientation et qu'aujourd'hui, un docteur, il est bien préparé aussi s'il a envie d'aller vers l'entreprise. Pour peu qu'il ait choisi le labo dans lequel il fait sa thèse, bien évidemment. Il ne faut pas aller dans le très fondamental, mais vous avez des tas d'endroits où on peut le faire en étant tourné vers la création de richesse, je dirais. Voilà. Et le sujet également. Et puis, il existe des processus de financement qui s'appellent des CIFRE, qui impliquent des partenariats avec des entreprises. Et c'est un excellent tremplin pour ceux qui veulent faire de la recherche, mais qui ont envie d'aller en R&D. J'ai eu plusieurs doctorants qui ont fait une CIFRE et qui sont allés vers l'entreprise avec laquelle ils ont fait leur recherche. Donc, ils sont restés dans cette entreprise un certain nombre d'années, puis ils ont évolué vers autre chose. Donc voilà, c'est un bon tremplin pour aller vers l'entreprise. Une autre question?
Bonjour, du coup je m'appelle Abel, je suis ingénieur depuis 4 ans. Ma question, ça concerne surtout les débouchés en fait en sortie d'école. Quand on a une idée de ce qu'on voulait faire, on va dans une entreprise et qu'on se rend compte qu'en fait le métier qu'on fait ne nous plaît pas forcément au niveau de nos valeurs et qu'on veut chercher une entreprise qui pourrait correspondre. On voit, enfin, je pense que 90% des entreprises d'aujourd'hui répondent pas vraiment aux valeurs de ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Et les 10% restantes, elles sont un peu saturées de gens qui veulent un peu changer et trouver des valeurs qui les intéressent. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ça, d'avoir des ingénieurs du coup qui vont être très ouverts, très responsables, et des entreprises derrière qui ne sont pas forcément assez ouvertes et assez qui vont répondre plutôt à des normes et à essayer de faire du toujours plus rentable? Je vais répondre un petit peu à ça. Que ce soit au niveau des cursus ingénieurs ou master, il existe ce qu'on appelle l'alternance et l'apprentissage. Et pour moi, cette approche-là constitue vraiment un excellent modèle pour vraiment découvrir l'entreprise, donc avoir un rôle moteur dans l'entreprise tout en suivant une formation. Et ça va vraiment vous donner une idée de ce vers quoi il faut aller. Alors bien sûr, les contrats d'alternance, vous allez les trouver dans les entreprises qui recrutent, qui cherchent des compétences. Donc vous allez avoir une multitude de choix et à vous d'avoir une idée très précise de votre projet professionnel. Comment vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur. Et ça c'est très important. Je rencontre très souvent des candidats au master qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et pour moi, n'avoir aucune idée de ce qu'on veut faire, c'est un handicap. Parce que on n'est pas extrêmement crédible quand on passe un entretien d'embauche ou un entretien pour un contrat. Donc il faut avoir déjà une réflexion. Il faut pas être indécis. Et je dirais que l'alternance, c'est aussi un moyen d'essayer dans un domaine, de travailler dans un domaine particulier, de voir ce que c'est que le travail en entreprise. Ça ne vous empêche pas de changer d'orientation, alors pas à 180 degrés, mais de changer d'orientation et ensuite vous vendre. Ça va vraiment permettre de développer des compétences qui vont vous rendre crédible sur le marché de l'emploi. J'aimerais apporter un petit complément de réponse. L'entreprise, elle peut décevoir la personne qui arrive dans cette entreprise et qui se faisait une idée précise de l'orientation écologique, du business. Et beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui, pas que des ingénieurs d'ailleurs, des étudiants veulent choisir l'entreprise qui a le meilleur profil vert, on va dire, vertueux. Moi je trouve qu'il faut prendre le chose de l'exact opposé. Il vaut mieux aller vers les entreprises où c'est le plus dur, où là il y a le plus de choses à faire. Tout le monde fuit Total, je ne vois pas pourquoi on fuit Total. Le but c'est d'avoir une armada de gens qui vont faire évoluer le business model. Alors oui, c'est difficile à entendre quand on est une fois dans l'entreprise. Mais je pense qu'il vaut mieux aller par là, parce que c'est là où les enjeux sont colossaux. C'est pas dans l'entreprise qui fait des panneaux photovoltaïques qu'il faut aller. Le marché est déjà là, ils ont du monde, ils circulent avec les bonnes ressources, etc. Je pense que c'est là où c'est le plus dur. Donc il faut oser affronter ça. Puis si ça plaît définitivement pas, si on est déçu, parce qu'on peut l'être déçu, moi je considère que l'ingénieur de demain, il doit être circulaire. Bien sûr, parce qu'il s'agit de faire mieux avec moins, ce qui impose quand même de changer son état d'esprit. D'avoir beaucoup de créativité et pas seulement de la rationalité. Souvent l'ingénieur c'est purement rationnel, mais non, en fait le cerveau gauche au cerveau droit, c'est le même cerveau, il n'est pas si différent. Et autant utiliser sa créativité pour faire mieux avec moins, et ça c'est dans l'esprit de la circularité. Mais il est aussi circulaire l'ingénieur parce qu'en fait il peut changer d'orientation, il doit changer d'orientation. Il ne peut pas être linéaire uniquement dans son parcours. Et donc si vous commencez dans l'entreprise la plus vertueuse, vous allez aller vers où ? Vous allez aller continuer comment ? Non, peut-être commencer à se confronter aux entreprises les plus dures et puis changer de secteur justement pour multiplier ces expériences et les faire valoir. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Et dernière chose, peut-être juste avant de laisser la parole, je voulais juste dire aussi l'ingénieur, ce sera aussi beaucoup des femmes quand même, j'en suis convaincu. Et j'ai une femme en tête à vous dire, c'est Hélène Jacot-Guimbal, qui est celle qui a fondé l'université Gustave Eiffel, qui est un rassemblement de grandes écoles, dont l'ISTAR, dont le IVP, dont le NSG et l'université Paris-Marne-la-Vallée. Cette femme, c'est une grande ingénieure, N-Greffe Ponts-et-Chaussées, et elle a fondé une école, un rassemblement de centres d'excellence de recherche sur le concept de la ville durable, la ville de demain. C'est pas une approche d'ingénieur, ça.
concevoir la ville durable, c'est pas l'ingénieur lambda. Et ben elle a osé le faire, et je trouve que c'est un très très beau modèle pour dire que l'ingénieur de demain, c'est celui-là. C'est système, c'est circulaire, c'est la ville aussi bien sûr, parce que le champ de la ville c'est fondamental. Maud Lecomte l'a dit tout à l'heure, il y a pénurie d'ingénieurs, donc vous avez la chance de pouvoir choisir votre employeur. Choisissez-le. Mais quand même, là aussi, encore un petit mot d'optimisme. Je crois sincèrement que l'époque où on oppose économie et écologie est un monde révolu. Première entreprise du CAC 40, Vinci, avril 2021, fait voter à 98% par son conseil d'administration le plan environnement. Et depuis l'année dernière, il existe à côté de l'indice CAC 40 un indice Vérité 40 qui a été créé par Axilia et qui en fait présente la cotation des entreprises du CAC 40 corrigée de leur impact carbone. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, y compris ces entreprises qu'on considère comme un petit peu le modèle du capitalisme et qui pourraient être éloignées de cette dimension, ont compris qu'il faut prendre ce virage. Donc, alors c'est vrai qu'à court terme, vous pouvez encore trouver un endroit où on n'a pas cette ouverture d'esprit, il ne faut pas y rester. Effectivement, je crois qu'il y a des tas d'entreprises où ça bouge, et moi je suis optimiste, même les très grosses bougent dans le bon sens. Et pour compléter, je pense qu'il n'y a pas une seule solution. Tout dépend en fait de vos valeurs, tout dépend de vos attentes, de vos contraintes. Et il faut être prêt, voilà, comme le disait Joachim, à tester, à changer. Donc on a besoin de personnes qui vont enclencher la transition partout. On a besoin d'ingénieurs dans les associations, dans les grandes entreprises encore plus engagées, dans celles qui sont engagées. On a besoin d'agitateurs de conscience, on a besoin de tout ça finalement. Donc à vous de trouver votre place, de la chercher, de tester, d'être prêt à en tirer des enseignements et à changer. Moi je connais un ingénieur par exemple qui travaille à mi-temps et il a décidé d'avoir une vie relativement sobre, ce qui fait qu'il dédie la moitié de son temps à des projets associatifs et bénévoles. Donc lui c'est son mode de vie par exemple. Une autre question ? Une dernière ? Bonjour, je m'appelle Nicolas. Alors moi je fais partie des ingénieurs formés au XXe siècle. Et du coup, aujourd'hui, je remets ma carrière en jeu, en question. Et je voudrais savoir, pour partir dans l'environnement, des postes comme vous avez pu avoir, monsieur Lémery, est-ce qu'il est nécessaire de repasser par une formation ou est-ce qu'en étant autodidacte et en s'informant, on peut arriver à avoir quelque chose dans notre métier de plus écolo et plus résilient? Alors, il existe ce qu'on appelle la formation continue, qui, alors, elle est financièrement pas facile à mettre en œuvre, mais vous pouvez tout à fait prendre contact avec des formations, regarder un petit peu le contenu et voir si, par rapport à ce qui est dispensé, vous allez pouvoir acquérir d'autres compétences et ainsi vous former avec des professionnels. Dans le cadre du Master GEI, on a 70% des intervenants qui sont des professionnels du domaine, donc ils viennent vraiment délivrer le dernier message de ce qu'ils font au quotidien. Et à la fin, avoir un diplôme, qui est un master. Vous êtes ingénieur, mais vous pouvez avoir un master, et qui va vous qualifier et vous permettre de vous positionner sur de nouvelles offres d'emploi, et qui viendra en complément de votre formation initiale. Donc, il ne faut pas oublier que la formation tout au long de la vie va jouer un rôle de plus en plus important. Quand on sort d'une école, quand on sort d'une université avec un bac plus 5, le chemin n'est pas terminé, la formation n'est pas terminée. Il va falloir continuer un petit peu à se recycler, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot-là, mais continuer à apprendre des choses, à les certifier avec l'obtention de diplômes ou de certificats indiquant que vous avez acquis les compétences. Donc il y a de la place. Ça va devenir de plus en plus exigeant, mais il va falloir ne pas rester dans un zone de confort, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un mot que j'aime bien utiliser, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Moi, je compléterais, parce que c'est vrai qu'il y a la formation, effectivement. Après, ça dépend si vous voulez
complètement changer de domaine, qui fait qu'effectivement vous avez besoin de reprendre les bases parce que c'est un domaine différent. Après, il faut être aussi, je dirais, créatif et se dire mais qu'est-ce qui me plaît et ne pas, oser aussi aller voir des entreprises qui vont vous former. Parce qu'aujourd'hui, on est en cruelle déficience de compétences. On a du mal à recruter. Donc quand on me présente une fiche de poste avec un mouton à 5 pattes, à chaque fois je dis au chef de service, c'est pas possible, on ne trouvera pas. Il va falloir que tu ouvres un petit peu plus. Et on a des sociétés aujourd'hui qui, devant ce manque de compétences, montent des formations ad hoc à l'intérieur de leur entreprise pour pouvoir former. Donc ça existe, mais il faut pousser les portes. Elles ne l'affichent peut-être pas parce que elles n'ont peut-être pas pignon sur rue, etc. Mais je dirais qu'il faut aussi aller chercher l'entreprise qui vous intéresse et oser envoyer votre CV, oser présenter votre projet professionnel. Faites la différence entre 2 candidatures pour que quelque part derrière, il y ait quelqu'un qui reçoit votre CV qui dise « Tiens, celui-là, effectivement, il ne connaît pas tout. Mais moi, je sais comment je vais pouvoir le faire monter en compétences. » Donc voilà, osez envoyer des CV et des lettres de motivation pour vous présenter et présenter votre motivation. Et je rajouterais aussi qu'une manière de procéder, je suis passé par ce questionnement, donc je le comprends tout à fait. Moi, j'ai fait le choix de faire une formation, mais voilà, c'était mon choix. Une manière de faire, c'est d'enquêter auprès de personnes qui sont sur des postes qui vous intéresseraient. Ne pas hésiter à aller sur LinkedIn, Facebook ou autre et contacter ces gens-là. Les gens sont hyper ouverts, ils répondent hyper facilement. Et essayez de comprendre quel est leur parcours, quels sont selon eux par rapport à votre compétence, votre projet, même s'il n'est pas encore bien défini, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils pensent que ça peut passer? Est-ce qu'ils pensent qu'il faut une formation? Voilà, quel est leur sentiment par rapport à ça? Et ça, c'est une première étape qui permet de se rassurer sur le projet professionnel qu'on a. Est-ce qu'il est bien ficelé? Est-ce qu'il manque quelque chose? C'est une manière de procéder pour compléter la vision DRH. Un mot juste sur les outils d'auto-formation, parce que si vous n'avez effectivement pas la possibilité de prendre un congé formation, il existe aujourd'hui beaucoup d'outils en ligne, qu'on appelle les MOOC, Massive Open Online Course, donc certains sont même gratuits et de très bonne qualité. Donc il y a des outils d'auto-formation si vous avez envie de le faire tout seul. Merci beaucoup pour ces questions, merci à tous les intervenants. Je pense qu'on va devoir clore parce que c'est l'heure. Au revoir. Merci.